La génétique médicale, est-ce que vous connaissez? On en parle et on en parle beaucoup même ces derniers temps. Mais qu'en est-il réellement? Quelles sont les nouvelles lois de l'hérédité et à quoi ça sert au juste? Des réponses et des idées dans cet entretien avec Dr Zaki El-Hafef, chercheur algérien responsable médical de l'équipe d'oncogénétique, c'est-à-dire de génétique des cancers si vous préférez, du centre hospitalo-universitaire de Montréal. Interview. Docteur Ahmed Zaki El-Hafef, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généticien à l'hôpital de Montréal, spécialiste en génétique des cancers. L'hérédité, une discipline importante dont l'intérêt est de plus en plus démontré. On n'est plus, et ça ne se résume plus, en tout cas aux yeux bleus de papa et à la taille svelte de maman. Effectivement, oui, la génétique médicale actuellement a pris énormément d'ampleur. Les connaissances ont considérablement augmenté. On comprend mieux maintenant les différentes facettes de l'hérédité qui est plus résumée, comme vous le dites, aux lois de Mendel. Des lois de Mendel, donc gène récessif, gène dominant, et c'est bien entendu le dominant qui généralement s'exprime. C'est ça. Donc si on peut résumer un petit peu ou rappeler un peu les cours de secondaire de l'époque et même actuellement, on explique ça aussi. Donc les lois de l'hérédité selon les lois de Mendel, donc c'est une transmission liée à une condition autosomique dominante. À ce moment-là, il suffit d'avoir juste une copie du gène avec une mutation. Donc on peut appeler ça aussi une faute d'orthographe pour vulgariser un peu plus les choses. Et donc il suffit d'avoir juste une copie du gène qui est muté pour faire la maladie. Tandis dans les conditions de transmission autosomique récessive, à ce moment-là, il faut avoir les deux copies du gène. Donc celui qui nous provient de maman et celui qui nous provient de papa qui sont mutés. Et à ce moment-là, on fait la maladie. Il y a aussi d'autres modes d'hérédité qui sont liés au chromosome X. Donc là, c'est les femmes sont conductrices et puis les garçons font la maladie. Donc ça, c'est ce qu'on connaît Mais justement, quelles sont les nouvelles découvertes en matière d'hérédité? Par exemple, maintenant, on sait très bien qu'il n'y a pas que le chromosome qui peut transmettre des gènes, mais bien d'autres éléments de la cellule, tels que l'hypocondrie. Alors effectivement, il y a donc les modes d'hérédité classiques, donc autosomique dominant, récessif et lié au sexe, chromosome X. Mais aussi maintenant, on sait qu'il y a ce qu'on appelle les maladies mitochondriales. Donc les mitochondries sont des petites organelles dans la cellule, c'est des petites unités cellulaires. C'est des petites usines qui fabriquent de l'énergie en fait. C'est ça, et elles contiennent du matériel génétique qui est disposé sous forme cellulaire. Et dans le mode de transmission, ces conditions-là génétiques liées aux mitochondries, elles sont transmises essentiellement par les mères. Et ça, c'est expliqué par le fait qu'au moment de la fécondation du spermatozoïde et de l'ovule, les mitochondries sont anatomiquement situées au niveau du flagelle du spermatozoïde et le flagelle ne participe pas à la fécondation. Donc, toutes les mitochondries qui proviennent du père sont éliminées. Et donc, s'il y a une maladie mitochondriale, elle ne peut être que transmise par les mères. Par les mères. D'où le lien très fort entre les enfants et leur maman, je pense. Voilà. Ces derniers temps, c'est un terme qui est vraiment à la mode dans le domaine de la recherche. Et puis nous, communs des mortels, on se demande quand, par exemple, on nous annonce qu'ils ont découvert tel gène ou tel gène responsable de telle ou telle maladie, on se demande sur le plan pratique comment ça va se passer pour les thérapies. Oui, alors on connaissait à la fin des années 80 à peu près 3 maladies monogéniques. Donc on avait découvert 3 gènes. Entre autres, il y avait la maladie de Huntington, il y avait la maladie, la mucoviscidose, la fibrose kystique. Maintenant, on connaît plus de 3000 maladies monogéniques. Donc il y a une explosion de découvertes de mutations de gènes et qui explique un peu mieux les maladies. Alors, quelles sont les implications pratiques? En fait, elles sont nombreuses et pour toutes ces implications, elles sont gérées par un code d'éthique pour lesquels je pense c'est une composante extrêmement importante à considérer. Alors, quels sont les aspects pratiques? Je peux vous donner par exemple quelques exemples. Disons que dans une famille, on a mis en évidence plusieurs membres de parenté proche avec une même condition, donc une même maladie, similaire dans les manifestations. Et on suppose qu'il y a possibilité d'une hérédité. Maintenant, donc, comme on a démembré un certain nombre de maladies, on les connaît mieux, donc on peut aller tester directement au plan clinique
une mutation de gène. C'est très facile à faire puisque c'est connu et c'est sur une base clinique et non pas de recherche. Souvent, les gens confondent entre la génétique médicale, aspect clinique, et celle qui est... Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette différence? Alors, si vous voulez, la génétique médicale clinique, c'est celle qui offre des services de consultation pour diagnostiquer au point de vue moléculaire une condition génétique. Donc, une fois la condition diagnostiquée au point de vue moléculaire, on peut prédire l'évolution de la maladie en fonction du type de mutation, orienter la prise en charge, moduler les modalités de suivi et conseiller éventuellement par la suite le diagnostic prénatal ou le diagnostic préimplantatoire. C'est ce que vous faites vous, je pense, au niveau de votre hôpital. Voilà, c'est diagnostic précoce. C'est ça, donc c'est mon travail quotidien qui comprend une activité sur la pathologie cancéreuse, mais aussi en génétique générale. Donc nous avons des patients qui ont des cardiopathies, des patients qui ont des retards de développement, des patients qui ont de l'épilepsie, donc des maladies neurologiques. Et ce sont des enfants pour la plupart. Des enfants, aussi bien des enfants que des adultes. Exemple, hypercholestérolémie familiale, autre exemple, cardiopathie congénitale, qui sont liées à des anomalies soit chromosomiques ou des maladies monogéniques. Donc c'est une action extrêmement large qui prend de plus en plus d'espace dans la pratique quotidienne, et actuellement l'activité de génétique médicale est considérée comme une priorité parmi les 4 priorités de notre université ici à Montréal. C'est ça, tellement c'est important, et on pense qu'elle va avoir de plus en plus d'impact dans la pratique quotidienne. Donc il y a des impacts diagnostiques, cliniques, il y a des impacts sur les traitements. Maintenant, on sait que grâce à la meilleure compréhension des voies de signalisation cellulaire, on pourrait donc proposer des thérapeutiques personnalisées pour les personnes. C'est d'ailleurs le point le plus important ces derniers temps. On essaye de cibler et de donner un traitement spécifique à chaque malade par rapport à ce qu'on a trouvé sur le plan génétique. C'est ça. On appelle ça les corrélations phénotype et génotype. Donc il y a certains, si je prends un exemple tout simple et c'est connu, des pères avec une même dose de médicaments peuvent faire des tolérances différentes. Des réactions différentes. Des réactions différentes. Donc quelqu'un peut faire une toxicité alors que l'autre pas de toxicité. Et on sait qu'il y a des gens qui sont porteurs de mutations dans les systèmes de ce qu'on appelle les cytochromes qui rendent le métabolisme plus ou moins lent ou plus ou moins rapide, et donc plus ou moins de toxicité. Donc des individus tels que ceux-là peuvent être diagnostiqués, puis à ce moment-là on module les doses de traitement. Ça commence à prendre place, ça s'appelle donc la médecine personnalisée au point de vue du traitement, mais on peut aussi imaginer une médecine personnalisée en fonction du type de mutation identifiée chez les personnes. Personnalisé, c'est-à-dire que pour la même maladie, 2 malades, l'un aura besoin par exemple de 8 médicaments pour guérir, l'autre n'en aura besoin que de 2. Schématiquement, oui. Schématiquement, oui. On essaye au maximum parce que c'est très très pointu ce que vous nous dites. C'est pointu, mais en même temps, disons que ça commence. C'est vrai que pour la population, pour la société, ça semble être compliqué. Sachez que c'est aussi compliqué pour la communauté médicale. Donc, les médecins commencent à se familiariser un peu plus avec cette pratique de la médecine qui est la génétique. C'est une discipline nouvelle, et donc il y a encore beaucoup de travail à faire de sensibilisation auprès des médecins. Merci beaucoup, Dr Ahmed Zaki El Hafef. Je vous en prie. À très bientôt. Bonjour à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.